Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce troisième séminaire du FOMECAF. Donc aujourd'hui, nous allons parler des paramètres techniques de l'AFM. Cette présentation s'adresse plus particulièrement aux techniciens, voire aussi aux directeurs, afin que, aux techniciens en priorité, pour que vraiment c'est des paramètres techniques dont ils auront besoin pour travailler, mais au directeur, s'il n'est pas technicien, pour avoir connaissance un peu des termes, pour savoir un petit peu l'environnement, pour bien connaître. Mais c'est simplement par connaissance, par curiosité, je dirais, pour avoir entendu au moins une fois les choses, mais pas forcément pour les retenir d'une manière très très précise. Après, il peut y revenir dessus ou faire appel aux techniciens. Donc, nous allons parler donc des paramètres techniques de l'AFM. Voilà. Et donc, nous allons voir les unités de mesure, les représentations temporelles et spectrales, qu'est-ce que c'est que la puissance RF, la fréquence de la porteuse, les procédés de modulation, la modulation FM, l'excursion ou la déviation de fréquence, la bande passante de l'audio, c'est les niveaux audio. Aussi, qu'est-ce que c'est que la préaccentuation et la désaccentuation qui est caractéristique à l'AFM, le codage stéréo et ce qui est bande passante et spectre du multiplex. Voilà, nous allons voir tout cela. Donc, les unités de mesure. Je viens d'abord sur ça parce qu'on va en parler tout le long de cette présentation, donc pour faire un rappel de tous ces termes très techniques. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'une tension. Donc il y a des tensions continues, des tensions alternatives. Continue, c'est DC, Direct Current en anglais, ou AC, Alternative Current. Le symbole, c'est U. Et l'unité, ce sont des volts. Et alors, ces volts peuvent être exprimés soit en volts efficaces, soit en volts crête à crête, ou en volts crête. Il y a plein de possibilités de l'exprimer. Souvent, l'abréviation c'est aussi V, on trouve V comme volt. Voilà. Et on peut aussi exprimer les tensions dans d'autres unités de mesure qui s'appellent le dBU, voire le dB microvolt aussi. Nous verrons par la suite qu'est-ce que c'est que les dB. Quelques formules utiles qu'on peut avoir besoin de temps à autre. Donc la formule U égale RI, c'est-à-dire que lorsqu'on fait passer un courant dans une résistance, eh ben, il y a une tension aux bornes. Lorsqu'on met une tension aux bornes d'une résistance, il y a un courant. Et aussi une autre formule où la tension, c'est la racine carrée de la puissance multipliée par la résistance. Ça peut être utile aussi de temps à autre. Alors, l'intensité, comment dire, il y a toujours une intensité. Lorsqu'on applique une tension sur une charge, sur une résistance, il va y avoir un courant, donc on appelle l'intensité. L'unité sont les ampères, abréviation A. On en retrouve la même formule, mais dans un autre sens, où I égale U sur R. La puissance symbole P, est exprimée en watts, abréviation W. Elle peut aussi exprimer en dBm. Et donc la formule très utile, P égale UI, ou P égale U au carré, la tension au carré, divisée par la résistance. La puissance apparente rayonnée, c'est un terme qui est quand même moins bien connu. C'est vraiment une notion très spécifique au domaine hertzien. La radiodiffusion ou autre, mais dans le domaine hertzien, qu'on appelle aussi en abréviation la PAR, puissance apparente rayonnée, qui est exprimée en watts ou en dBm aussi. Alors qu'est-ce que c'est que la PAR? C'est la puissance de l'émetteur multipliée par le gain d'antenne. On en reparlera aussi plus tard. Le rayonnement, quand une antenne, donc son but c'est de rayonner une onde électromagnétique, et ça va créer un champ électromagnétique qui a deux composantes, une composante en volts par mètre et une composante en ampères par mètre. Là, je n'ai présenté que celle en volts par mètre, c'est celle qui est la plus souvent utilisée.
mais les deux sont pendantes de l'autre, c'est juste une histoire de présentation. Et donc, quand on est à distance, sur l'antenne de récepteur, on va recevoir quelques microvolts. Donc, disons que le champ électromagnétique qui s'exprime à cet endroit-là en dB microvolts par mètre va donner quelques microvolts à la base de l'antenne dans l'électronique du récepteur. Alors, la fréquence RF, donc, en termes de fréquence, il y a à la fois la fréquence RF et aussi la fréquence modulante. Là, on est dans deux domaines différents, mais le symbole c'est F, ce sont des Hertz. Et donc, juste une notion de longueur d'onde, on parle beaucoup de longueur d'onde, c'est lambda égale 300 divisé par F, lambda est en mètres et F en mégahertz, par exemple. Donc, si la fréquence c'est du 100 MHz, on va avoir une longueur d'onde de 3 mètres. Voilà, parce qu'on parlera que les antennes sont souvent sont calculées sur le quart d'onde. Donc c'est pour ça qu'on a des antennes qui font de l'ordre de 75 cm. Alors la déviation excursion de fréquence, c'est la même chose avec deux noms différents, ou pratiquement la même chose avec deux noms différents. Le symbole c'est delta F, delta comme une variation. Ce sont des hertz, ce sont des hertz aussi. Ça, c'est très spécifique à l'AFM, puisque l'AFM, justement, va faire dévier la fréquence de l'émetteur, va la faire dévier dans une certaine plage, et donc ça donne une déviation ou une excursion de fréquence qu'on appelle, qu'on nomme delta F. Et puis des résistances qui peut être aussi nommée impédance. Une résistance, c'est un type d'impédance. Donc c'est R en ohms, avec le symbole oméga, symbole grec, que tous les chrétiens connaissent. Leur alphabet grec, par exemple, ils vont reconnaître cette lettre-là. Z0, c'est l'impédance caractéristique en 50 ohms. Tous nos systèmes d'antennes, d'émetteurs, tout ça c'est réglé, ça doit être bien réglé d'ailleurs, sur une impédance caractéristique qui est en 50 ohms. Par contre, les récepteurs, tout ce qui est réception, sur les postes radio, les antennes de réception, ça sera du 75 ohms. Mais là, ce n'est pas trop notre sujet. Mais voilà. Donc je passe à la suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que les dB? Les dB, alors, si on est dans une échelle linéaire, ça ne s'affiche pas vraiment dans le bon sens, ça va venir, voilà. Une échelle linéaire, par exemple, on va là de 0 à 22, et pour chaque chiffre, chaque unité, on a un petit décalage qui est chaque fois le même, l'un après l'autre. C'est ce qu'on appelle une échelle linéaire. Mais dans le domaine, je dirais, de la nature, si on peut dire que la FM est un domaine naturel, c'est un peu forcer les choses, mais il y a des très grandes variations entre des petits niveaux et des grands niveaux. On va voir, par exemple, sur le récepteur des microvolts, et on va se retrouver au niveau de l'émetteur avec des centaines de volts. Il va y avoir des nanowatts de reçu au niveau du récepteur, et il va y avoir des kilowatts au niveau de l'émetteur. Donc il y a une échelle qui est extrêmement large, et ce n'est pas pratique de présenter les choses sur une échelle logarithmique. Par exemple, si je devais représenter un nanowatt, il serait vraiment dans le trait même du zéro, là, du trait vertical du zéro, il serait là-dedans, on ne pourrait pas le différencier. Et si on voulait représenter un kilowatt, vous voyez, il faudrait presque 500 fois plus long que ça. Donc on sortirait du studio très loin pour voir le trait du kilowatt. Donc c'est pour cela qu'il y a un certain monsieur Bell, inventeur du téléphone d'ailleurs, et qui a inventé une unité qui s'appelle le Bell, mais on va utiliser une unité qui est le dixième du Bell, qui est le décibel. Donc voilà, la présentation d'une échelle logarithmique se présente comme ça, c'est-à-dire que pour un même espacement,
ça sera non pas chaque fois une unité de plus, mais ce sera un facteur 10. Entre 1 et 10, c'est la même distance qu'entre 10 et 100, et la même distance entre 100 et 1000. Voilà. Et pareil, si on va vers les petites valeurs inférieures à 1, entre 0 et 1, c'est la même distance qu'entre 1 et 10. Entre 0,01 et 0,1, c'est la même distance. Pareil, voilà. Donc, c'est une façon de présenter une échelle logarithmique. Ici, un exemple, par exemple, d'une présentation d'une puissance, parce que le dBm, c'est la représentation d'une puissance. Non pas en watts, qu'on pourrait exprimer d'une manière linéaire, mais ici d'une manière logarithmique. Voilà ce que l'on pourrait voir sur un afficheur d'un équipement de mesure, par exemple. Donc, on a ici entre le 0 dBm, 0 dBm c'est 1 milliwatt, et puis le plus 40 dBm c'est 10 000 milliwatts, c'est-à-dire 10 watts. Donc, on peut voir. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas aller dans les démonstrations mathématiques, ce n'est pas le but, c'est une autre formation qui est vraiment pour les techniciens, mais c'est une formation d'une semaine, ce n'est pas une formation de quelques minutes où je peux développer cela. Mais là, c'est simplement un rappel de choses qui sont comment dire, des rappels mémotechniques. Pour les puissances, puisqu'on est là dans les puissances, le rapport, quand on a donc un rapport 10, c'est un rapport qui fait 10 dB. Et pour avoir d'autres repères, un rapport 2, c'est un rapport qui fait 3 dB. Et donc, si on veut un rapport 4, on fait 2 fois, 4 c'est égal à 2 fois 2, donc c'est 3 dB multiplié par 2, c'est-à-dire 6 dB. Si on veut un rapport 100, 100 c'est 10 fois 10, donc ça fera 2 fois 10 dB, ça fera 20 dB. Un rapport 1000, c'est 100 fois 10, donc ça fera 30 dB. 3 fois 10, ça fera 30 dB. Ça, c'est ce qui est exprimé en puissance. Mais lorsqu'on parle de tension en échelle logarithmique, l'affichage n'est pas le même à cause de la formule P égale U2 sur R. Donc il faut prendre ces facteurs carrés. Et ce facteur carré, ça multiplie par 2, donc l'affichage. Donc là, quand on est en tension, un rapport 10 va s'exprimer sous une forme de 20 dB. Et donc, alors, évidemment, pour un rapport 2 en tension, ça sera 6 dB, et etc. Avec la même logique. Chaque fois qu'on multiplie par 2, on rajoute 6 dB, ou chaque fois qu'on multiplie par 10, on rajoute 20 dB. Voilà, c'est la même logique, mais pas avec le même rapport. Alors ça, c'est important pour les techniciens de bien maîtriser cela, parce que quelquefois, on a des calculs à faire, et voilà, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Mais avec beaucoup d'exercices, je dirais, on peut faire ça facilement. Mais il faut vraiment faire beaucoup d'exercices. Ce n'est pas inné. Alors, on va parler maintenant de la représentation temporelle et spectrale. Alors, je vais afficher. Voilà. Ça, c'est une représentation temporelle, la photo ici. C'est ce que l'on pourrait voir sur un oscilloscope. Un oscilloscope, c'est quelque chose qui balaye en temps. Donc l'échelle horizontale, c'est le temps, hein, qui va de 0 à quelques millisecondes. Là, ici, c'est une échelle qui fait 1 milliseconde par carreau. Alors, on ne voit pas bien les carreaux, mais... Voilà. Ou peut-être même... oui, c'est marqué 1 milliseconde, mais c'est... Donc il y a une certaine fréquence. Là, c'est un signal modulant. Je ne sais pas si on le voit d'ailleurs, non, je reviens en arrière. Ici, c'est un signal modulant, d'ailleurs qui n'est pas un bon signal modulant. J'en reparlerai plus tard dans le codage stéréo. Il y a une erreur quelque part là dans la radio. Si on voit ça à l'oscilloscope, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'émetteur ou de la table de mixage. Il y a un problème, on ne devrait pas voir cela. Mais là, c'est une illustration
pour la représentation temporelle et spectrale. Donc on a dans temporel, on a le signal qui varie dans le temps, on le voit affiché, mais on peut l'exprimer aussi d'une manière spectrale. Donc ceci c'est avec un analyseur de spectre que l'on voit ce même signal, mais visualisé d'une autre manière, et qui va nous donner beaucoup d'informations que l'on ne voit pas dans la représentation temporelle. Alors qu'est-ce que l'on voit? Donc en bas à gauche, on voit que c'est un signal de 1 kHz qui module, qui est mesuré. C'est un signal de 1 kHz. Et on voit que j'ai représenté avec une grande raie bleue bien épaisse. Et à côté, on a 2K, 3K, 4K, donc 2 à 4 kHz. Ce sont les raies harmoniques. Ça veut dire que ce signal de 1 kHz a de la distorsion. Généralement, on évite d'avoir de la distorsion. S'il y a de la distorsion, c'est qu'on a quelque part quelque chose qui ne marche pas bien, soit un équipement qui est défaillant, soit c'est qu'on a dépassé le seuil autorisé par la table de mixage, voilà, où ça a été mal enregistré. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'il y a de la distorsion. On voit aussi qu'il y a une raie rouge, 19 kHz. Ici, c'est représentatif d'un codeur stéréo. Donc, on voit là la composante du multiplex qui va attaquer le modulateur de l'émetteur. Ce n'est pas ce qui sort de la table de mixage, mais c'est ce qui sort du codeur stéréo. Donc, le codeur stéréo va ajouter une composante qui s'appelle le pilote, qui est à une fréquence sinusoïdale à 19 kHz. D'ailleurs, si ce pilote était de mauvaise qualité, il y aurait aussi une petite raie qui serait au double, par exemple donc à 38 kHz. Là, je représentais parfaite, il n'y a rien à 38 kHz. Et on voit aussi toute une autre partie du spectre, entre 35 et 40 kHz ici, même un peu plus, mais je ne l'ai pas noté. Donc on a deux raies principales à 37 et à 39 kHz. Ça, c'est vraiment le codage stéréo. C'est-à-dire que c'est du 1 kHz qui a été modulé, on verra plus tard dans le codeur stéréo ce que c'est, qui a été modulé et qui est dans la fabrication de cette modulation, va créer deux raies, une à 38 kg moins 1 kg et l'autre à 38 kg plus 1 kg. Donc il y a deux raies spectrales qui sont là, et les harmoniques du signal de départ se retrouvent aussi modulées, et on le voit dans le spectre, entre 35, 36, 40, 41 kg. Donc voilà pour une représentation temporelle et spectrale. La puissance RF. La puissance RF d'un émetteur va déterminer en grande partie sa zone de couverture de l'émetteur, jusqu'où on va pouvoir le recevoir. Quelques watts vont être suffisants pour couvrir un village sur environ un diamètre ou une circonférence un rayon d'1 kilomètre. Et si on a plusieurs kilowatts, on va pouvoir diffuser jusqu'à une centaine de kilomètres. Même avec 300 watts, on peut atteindre 50 kilomètres avec un grand pylône et un certain nombre d'antennes. On va pouvoir aller jusqu'à 50 kilomètres relativement facilement. Disons relativement facilement en Afrique, parce qu'en France, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce qu'à cause du bruit industriel qui va perturber la réception, il faudra beaucoup plus de puissance pour aller loin. Par exemple, à Paris, les émetteurs sont sur la Tour Eiffel, ils sont à 10 kW, mais on les reçoit seulement à 100 km. Dans la même configuration, si on met un émetteur dans une petite ville, pas la capitale, mais une ville qui n'est pas trop industrialisée, donc un peu plus, j'étais au nord parce que j'ai une idée d'aller, par exemple, au nord du Togo, puisque là on est au Togo. Eh ben, un émetteur de 10 kW, il va diffuser sur 200 km à la ronde peut-être.
Mais les autorités ne vont pas permettre cela. Donc ça, c'est la puissance de l'émetteur, mais ce qui va vraiment déterminer la zone de couverture, c'est la PAR, la puissance apparente rayonnée. Donc, et la PAR, c'est la puissance de l'émetteur auquel il faut enlever la perte du feeder, mais aussi la perte dans le filtre de canal. Je ne l'ai pas noté là, mais le filtre de canal va perdre aussi un peu de puissance. Et le feeder va perdre de la puissance. Et tout ça, ça sera multiplié par le gain d'antenne. Donc le couplage de plusieurs émetteurs va définir le gain d'antenne. Si vous mettez 2 antennes au lieu d'une, c'est comme si vous avez presque multiplié la puissance de l'émetteur par 2 avec une antenne. Donc c'est intéressant. Comment ça marche ? Alors pour des antennes omnidirectionnelles, on va diffuser une antenne classique, va diffuser, on va dire, évidemment, une antenne omnidirectionnelle va diffuser de la même manière, pratiquement dans tous les sens à l'horizontale, hein, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et aussi va diffuser pas mal vers le ciel et pas mal vers la terre. Alors, on va dire que les petits oiseaux ou les vers de terre n'ont pas besoin d'entendre l'évangile. Ce qui nous intéresse, c'est que les hommes l'entendent et les hommes le plus loin possible. Donc quand on va mettre plusieurs antennes, au lieu de diffuser aussi vers le ciel et vers la terre, on va resserrer le pinceau de diffusion pour aller le plus horizontalement possible. Et plus on va mettre d'antennes, plus on va concentrer l'énergie dans le sens horizontal et on va aller plus loin. Il y aura quelques inconvénients parce que par endroits il y aura des trous, mais globalement on va aller plus loin. Donc c'est pour cela qu'on fait du couplage d'antennes. Donc toute l'énergie qui était perdue en allant vers la terre ou vers le ciel est récupérée et amenée vers l'horizon. Et alors, on ne voit pas bien, mais là, pour faire des économies aussi, donc il faudra mettre plusieurs antennes, parce que si on ne veut pas forcément diffuser plus loin, parce que peut-être les autorités ne nous autorisent pas d'aller trop loin, eh bien, il est quand même bon de mettre plusieurs antennes, et dans ce cas-là, de réduire, pour une même zone de diffusion, on va dire, on va mettre plusieurs antennes, et réduire la puissance de l'émetteur, et donc faire des économies sur l'énergie de l'émetteur. On va même doubler l'économie parce que, par exemple, pour un émetteur qui diffuse 100 watts, la consommation électrique sera de 200 watts, à peu près le double. Donc, un émetteur qui fait 500 watts, la consommation électrique sera de 1 kW. Donc, ça fait à la fin de la journée, ça fait beaucoup de kilowattheures. Et donc, il est intéressant de mettre aussi plusieurs antennes pour réduire la facture énergétique. Mais aussi pour faire des économies, j'ai mis qu'il y a des pertes dans le feeder, dans le câble qui monte entre l'émetteur et l'antenne. Et donc, il vaut mieux mettre un câble de grosse section. Plus le câble sera de grosse section, et moins il y aura de pertes. Et bien souvent, on va trouver très facilement du câble qui fait un demi-pouce. Donc, un demi-pouce, c'est du câble qui fait 25 mm de diamètre. Mais ce câble-là va perdre, sur une longueur de 30 mètres, on va perdre 14% de l'énergie. Et si l'émetteur est à 100 watts, on va se retrouver au sommet du pylône, on va perdre 14%, on va perdre 14 watts. Donc au niveau de l'antenne, on va se retrouver seulement avec 86 watts. Alors que si on met du câble du feeder qui fait du 7/8 de pouce, donc il va être pas le double, mais un peu plus gros, il va faire à peu près 40-45 mm de diamètre. Là, on va seulement perdre, si je me souviens bien, 7% de la puissance. Donc, au lieu d'être à 84 watts ou 86 watts comme tout à l'heure, on va se retrouver à 93 watts au sommet du pylône.
Donc, bon, perdre de la puissance en Europe, c'est bien. Les petits oiseaux peuvent se chauffer autour du feeder. Mais en Afrique, généralement, il fait déjà trop chaud. Donc, ce n'est pas la peine de gaspiller de l'énergie inutilement. Donc, je vous conseille vraiment d'acheter du câble 7/8 de pouce plutôt que du 1 pouce. Ou même si vous avez des pylônes qui montent à 50 mètres, même d'acheter du 1 pouce. Sur le long terme, vous serez gagnant. Évidemment, c'est un investissement supplémentaire, mais vous serez gagnant sur le long terme. Ensuite, on va parler de la fréquence. Alors la fréquence, on en parle à plusieurs niveaux. On a parlé un petit peu là du spectre audio. On y reviendra tout à l'heure, mais vite dit, le spectre audio d'une oreille humaine, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Ça, c'est pour ceux qui entendent bien. Une anecdote, il y a très longtemps de cela, lorsque j'entendais bien, donc il y a 40 ans en arrière, j'étais assis à mon bureau. En face de moi, il y avait mon chef qui, lui, était proche de la retraite, qui commençait à avoir des pertes d'audition dans les aigus. Et dans le laboratoire d'à côté, il y avait quelqu'un qui travaillait et il avait mis en route un téléviseur. Et à l'époque de l'analogique, les téléviseurs avaient un balayage ligne à 15 625 Hz. Et puis le téléviseur s'est mis à siffler. Moi, ça m'a fait sursauter sur mon siège. Et en face, mon collègue, mon chef, n'a rien entendu. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et oui, moi, le bruit très fort m'avait vraiment fait sursauter. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est presque gêné. Voilà. Ça, c'est une anecdote qu'on peut perdre de l'audition au fil de l'âge. Et d'ailleurs, c'est vraiment un problème en Afrique, parce qu'en Afrique, tout est toujours très fort, on met la sono très fort, etc. Dans les églises surtout, les bébés là, sont avec leur maman, juste à côté d'un gros haut-parleur, d'une baffle qui envoie de la puissance, et ça crée des problèmes. Avec le temps, on peut avoir des acouphènes. C'est encore pire qu'une perte d'audition, avoir des acouphènes, avoir un sifflement permanent dans les oreilles. C'est vraiment un problème de santé publique en Afrique. Donc faites attention à cela, soyez vigilants. Mettez plusieurs haut-parleurs plutôt qu'un seul gros pour répartir la puissance sonore. Dans les églises, je remarque que ce n'est pas un bon témoignage que l'on apporte. Évidemment, on veut que tout le monde entende, même à l'extérieur de la salle de culte, mais dans ce cas-là, mettez des haut-parleurs qui sont en dehors de la salle de culte, même si c'est peut-être pas forcément autorisé, mais faites cela plutôt que de mettre trop de puissance à l'intérieur, parce que vous allez avoir, dans les décennies qui vont venir, vraiment des problèmes de santé. Donc voilà, faites attention à cela. Donc, mais en FM, on limite la bande passante de l'audio entre 40 Hz et 15 kHz. Alors 40 Hz, ce n'est pas vraiment obligatoire, bien que c'est fait pour ne pas trop perturber le pilote stéréo. Et puis 15 kHz aussi pour pas qu'il n'y ait de repliement de spectre. Voilà. On en reparlera plus tard, peut-être dans le codeur stéréo. Ça, donc, c'est le spectre audio limité entre 40 Hz et 15 kHz pour la FM. Et il y a aussi au niveau du multiplex, là le multiplex, lui, va être entre 40 Hz et 100 kHz. Tout à l'heure, nous avions vu, si je reviens, pas dans le bon sens, ici, que l'on allait jusqu'à 40 et quelques kHz. En réalité, on va jusqu'à 38 plus 15, 53 kHz. Et s'il y a du codeur stéréo, ça ira même environ jusqu'à 60 kHz. Alors, au niveau radiofréquence, là, on change de gamme, on change de registre. La fréquence FM, c'est une bande entre 87,5 et 108 MHz. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a très très longtemps, en Europe, c'était entre 87,5 et 104 MHz. Et le pas n'était pas de 100 kHz à l'époque, mais de 25 kHz. Maintenant, tous les pays pratiquement adoptent la bande 87,5-108. Au Japon, c'est un peu différent, mais bon, ça ne nous intéresse pas. Et le pas, généralement aussi de 100 kHz. C'est-à-dire que chaque radio sera sur avec
virgule quelque chose mégahertz, virgule un chiffre rond, par exemple à 90.2, etc. Alors, on parle aussi en fréquence en termes de bande occupée dans le spectre FM. C'est ce qu'on appelle la formule de Carlson. Et le bande occupée dans le spectre FM, ce n'est pas seulement 100 kHz, bien que chaque radio pourrait être sur un pas de 100 kg, mais en réalité, chaque radio utilise un spectre beaucoup plus large, dont la formule est 2 fois delta F plus F, 2 fois l'excursion maximale permise, c'est-à-dire 2 fois 75 kg, plus la fréquence modulante. Ce qui nous donne un espacement une bande de 180 kHz en mono, et voire de 270 kHz lorsque l'on a de la stéréo et du RDS, ou du RDS. Dès qu'il y a du RDS, il faudra aussi 270 kHz. Ce qui veut dire qu'il sera impossible de mettre des radios côte à côte au pas de 100 kg. Ça voudrait dire qu'il faudra les espacer au minimum de 3 pas, c'est-à-dire de 300 kg. Je remarque que les autorités en Afrique font les choses bien. Ils mettent des pas à 400 kg dans beaucoup de pays. Je trouve que c'est une bonne chose. Surtout que le delta F n'est pas bien respecté. Et c'est vraiment un problème, ça. Souvent, il y a des excursions qui dépassent les 75 kg, qui dépassent même largement les 75 kg. Même les radios d'État ne respectent pas. Et donc, le fait de mettre un espacement à 400 kg évite un peu les brouillages. Au niveau transmission, là on ne le voit pas sur l'écran, il y a un souci. Donc on va être dans le domaine, par exemple, des faisceaux hertziens. Ça nous intéresse moins, mais les faisceaux hertziens vont se retrouver dans des bandes généralement entre 4 GHz et 40 GHz. Ça dépend des autorisations des pays. Et puis il y a aussi par exemple les montées et descentes satellites, c'est plutôt de l'ordre de la dizaine de gigahertz, 10, 15 gigas, il y a plusieurs bandes, même un petit peu en dessous de 10 gigas, 9 gigas et quelques. On va retrouver des fréquences de cet ordre-là. Voilà pour les fréquences. Alors voyons maintenant le procédé de modulation. Pour transmettre un signal radio, il faut moduler la porteuse RF. Il existe un grand nombre de types de modulation. Vous pouvez voir, il y en a au moins une vingtaine qui sont décrites. Ici, on peut le voir sur Wikipédia. Ici, il y a un lien, si vous pouvez vous amuser à regarder cela. Alors, il y a principalement les modulations analogiques et les modulations numériques. Donc là, en FM, nous sommes toujours en modulation analogique. Donc il existe la modulation d'amplitude, l'AM, qui est encore utilisée en grandes ondes, en ondes moyennes et en ondes courtes. Mais nous, on va s'en servir, modulation AM, à l'intérieur du codeur stéréo. Parce que la composante gauche moins droite du multiplex stéréo est modulée en AM avec sa porteuse supprimée, ce qu'on appelle la MAPS, modulation d'amplitude à porteuse supprimée. Mais surtout, ce qui va nous intéresser principalement, c'est la modulation de fréquence, donc en FM, MF ou FM, FM Frequency Modulation, MF modulation de fréquence en français. Il y a aussi les modulations numériques, les modulations à saut de phase, il y a aussi les modulations COFDM qui sont utilisées récemment, depuis une dizaine d'années au moins, ou plus même, en téléphonie, en TV numérique, en radio numérique, en DAB. Il y a toutes ces modulations très très spécifiques qui vont aussi moduler à la fois, ça va plutôt être des modulations multiporteuses. Dans le spectre, il n'y aura pas une seule porteuse, il y aura de multiporteuses, et chaque porteuse va être modulée, suivant le type de modulation, à la fois en amplitude, mais par saut d'amplitude, et à la fois en saut de phase. Donc le saut de phase, c'est une sorte de modulation FM, mais un peu plus caractérisée. Donc j'en parle pas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui dans ce domaine-là.
Donc ensuite, après les procédés de modulation, on va plutôt s'attaquer à la modulation FM. Avoir vu les généralités de modulation, nous intéresser à la FM. Donc, en FM, on va faire varier la fréquence de la porteuse au rythme de la modulation. Donc si je parle grave, alors là je ne vais pas pouvoir l'exprimer avec la main, mais donc les graves c'est quelque chose de très lent. Donc la fréquence de la porteuse va se déplacer doucement entre la fréquence centrale jusqu'à la fréquence centrale plus 75 kg si on va au maximum de la modulation, et on va revenir jusqu'à moins 75 kHz par rapport à la fréquence centrale. Mais si dans les aigus ça va aller plus vite, donc ça va balayer plus vite. Voilà. C'est au rythme de la modulation, et l'amplitude va donner le maximum va donner les crêtes, le maximum. Si je parle tout doucement, ça va moduler très petit, mais si je parle très fort, ça va moduler très fort, mais au rythme des graves et des aigus. Donc voilà, ça c'est une représentation. En haut, on a le signal modulant en fonction du temps, qui va d'une amplitude maximum et puis qui descend à une amplitude minimum. Et puis ça va nous donner la fréquence. Donc c'est la représentation de l'excursion. Donc on a au milieu la F0, c'est la fréquence centrale. Et quand on est à l'amplitude maximum, on voit qu'on a F0 plus delta F. Donc on a augmenté la fréquence. Et puis on va diminuer jusqu'à F0 moins delta F. Et si on pouvait voir cela à l'oscilloscope, mais on ne peut pas le voir parce que à 100 MHz, le delta de plus ou moins 75 kHz n'est pas visible, c'est trop proche, ça ne peut pas être visible à l'oscilloscope de cette manière-là, mais c'est une représentation ici qui est un peu déformée, mais qui est explicative. Donc on voit qu'on a une fréquence plus rapprochée, quand on a plus, le signal est à plus A au maximum du côté positif, et une fréquence moins rapide lorsque l'on est dans le creux sur le signal négatif du signal modulant. Voilà. Je passe au suivant. Donc là on voit le signal, la fréquence porteuse est au centre, la barre noire au centre. Lorsqu'on ne module pas, ça reste là comme ça. Hop, si je me tais, on va être à la fréquence à 90 MHz. Et quand je parle, ça peut aller suivant, si je parle au plus fort, jusqu'à 90,075, mais aussi jusqu'à 89,925 en dessous, puisque le signal alternatif va des deux côtés du zéro. Donc voilà. Alors, là, je reviens sur la bande passante audio. On a parlé que l'humain peut entendre quand il y a de bonnes oreilles entre 20 Hz et 20 kHz. Les animaux peuvent entendre plus haut. Un chien va entendre beaucoup plus haut. D'autres animaux vont entendre beaucoup plus haut. Mais les humains entre 20 Hz et 20 kg. Et donc, en FM, on a dit qu'on allait réduire la bande passante entre 40 Hz et 15 kg. Donc, on réduit à 15 kg pour éviter la perturbation du pilote stéréo qui est à 19 kg et pour éviter les mélanges des spectres des composantes du multiplex. Parce que si dans le spectre multiplex, est-ce que je le vois plus loin ou pas? Excusez-moi, je vais je vais revenir en arrière sur... Voilà. Là, on a une représentation du signal modulant qui est à 1 kHz, mais si le signal modulant était à 15 kg, on se retrouverait quelque chose très, très proche du 19 kg. Et si je module toujours avec plus que 15 kg, à 16, 17, 18, à 19, je vais être en plein dans le signal du pilote pour le codeur stéréo, donc je vais le perturber. Et je vais même pouvoir le dépasser à 20, 21, etc. Mais si on a en codage stéréo, ma raie là, qui était à 37 kg, c'est-à-dire qui est à 38 moins 1 kg, si je module à 10 kHz, je vais me retrouver à 38 moins 10, c'est-à-dire à 28 kg.
Mais si je vais encore plus loin, à 15 kg, je vais à 38 moins 15, je vais être à 23 kg. Mais si je vais encore plus loin, je vais voir le marais qui va se rapprocher petit à petit de mon 19 kg et qui va la perturber. Donc ceci, c'est interdit. Donc c'est pour cela que l'on limite la bande FM à 15 kHz. Il faut dire que ce n'est pas un gros problème parce que la puissance sonore naturelle, on va dire, d'un enregistrement, entre 15 et 20 kg, qu'on pourrait entendre avec de bonnes oreilles, elle est très faible. Donc la perte que l'on trouve dedans le spectre audio entre 15 et 20 kg n'est pas significatif pour une bonne compréhension du message que l'on veut porter. Et c'est pareil aussi dans les graves. Lorsque l'on parle avec des graves ou lorsque l'on met beaucoup de graves, ça va nuire à ce que l'on appelle l'intelligibilité du message. Donc ce n'est pas une bonne chose. Dans une musique, on veut... Bon, il y a l'aspect musical, c'est une chose, mais moi là je parle de l'aspect intelligibilité de ce que l'on veut dire. Donc dans une chanson, il y a la partie musique et la partie chantée. Donc quand on chante, il n'y a personne à part, je ne sais même pas, les grands, je ne sais pas comment on dit, c'est des ténors ou des grands chanteurs qui peuvent descendre très très bas dans le spectre. Je ne sais même pas s'ils arrivent à descendre à 40 Hz, j'en suis même pas sûr. Mais donc on ne chante pas en dessous d'une certaine valeur. Mais par contre, si quelqu'un va parler grave, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai plutôt un registre aigu, mais quelqu'un qui va parler grave à la radio, on va moins bien le comprendre que quelqu'un qui va parler aigu. Ça, c'est un phénomène d'intelligibilité. Par contre, les graves vont donner une sensation de rapprochement. L'auditeur va se sentir tout proche de celui qui va parler, puisqu'il va y avoir des graves. Il va y avoir d'autres phénomènes qui vont compenser. Mais dans une chanson, si on veut faire passer le texte de la chanson, le message de la chanson, et que l'on va mettre une musique où il y a beaucoup de basses là, qui sont là, boum, 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 d'une manière très grave, ça va couvrir les paroles de la chanson, ça c'est une chose, mais surtout ça va nuire à l'intelligibilité de la chanson. Donc si on veut faire passer le message, c'est pas bon de mettre trop de graves. Moi j'ai fait une expérience dans mon église, on avait des concerts en plein air, donc juste sur le perron de l'église, essayer pour toucher le public en dehors de l'église. Donc on fait régulièrement, parce que maintenant c'est un peu compliqué dans notre période de Covid, mais on faisait donc des concerts en dehors de l'église, et là évidemment des groupes musicaux étaient là sur scène avec leurs grosses caisses sur la scène, etc. Et ça faisait beaucoup de bruit, comme j'ai dit, c'est pas bon pour les oreilles. Et moi, quand j'allais à l'intérieur de l'église, donc il y a des portes qui ferment un peu l'engouffrement du son, et j'entendais beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'intelligibilité dans le hall d'entrée de l'église que juste à l'extérieur. Parce que ces fameux graves qu'on avait sur la scène à l'extérieur étaient filtrés par la porte, étaient filtrés naturellement par l'encadrement de la porte. Ils étaient atténués à l'intérieur de l'église. Et là, je dirais que c'était superbe par rapport à ce qu'il y avait à l'extérieur. Alors, tout le monde ne sera pas de mon avis. Certains aiment bien entendre boum, 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 ça les fait vibrer. Hein. Ça pourrait même leur faire presque un arrêt cardiaque, si c'est très fort. Mais voilà, les gens aiment ça. Mais ce n'est pas bon je parle pour l'intelligibilité du message parlé. Donc pensez-y dans vos messages et dans l'Église. Alors je reviens là parce que oui, je me suis éloigné là tout à l'heure. Bande passante audio. Donc c'est pas la raison pour laquelle on limite à 40 Hz, c'est plus une raison, je dirais, qui est technologique que auditive. Mais ça fait du bon travail dans ce sens-là, bien que maintenant il y a des codeurs stéréo qui sont à process numérique où on peut descendre à 20 Hz, voire même en dessous si on veut.
Voilà, ben, je vous prie de m'excuser, je me suis laissé emporter parce que cette heure de formation dure une quarantaine d'heures. Il a fallu la résumer en 40 minutes et donc je ne suis pas arrivé au bout. Donc nous avons déjà vu un certain nombre de choses et je vous propose de continuer par la suite avec les niveaux audio et la suite préaccentuation, désaccentuation, codage stéréo dans un autre module qui va suivre. Voilà, à bientôt.